Alors, je suis très heureuse de vous accueillir pour ces premières journées. Les journées Biblissima Plus vont rythmer tout le projet pendant 5 ans. Donc, vous appartenez aux équipes de Biblissima, vous faites partie du Conseil scientifique international de Biblissima, où vous êtes venus là pour voir avec nous comment on pourra construire l'avenir, faire émerger dans le domaine de l'histoire des textes anciens de nouveaux outils et surtout de nouvelles connaissances. Bienvenue à tous. Alors, avant de donner la parole à Claudia Fabian, qui vous montrera comment a évolué la recherche sur les documents écrits anciens ces dernières années et comment cela se développe en particulier en Allemagne, je dois vous dire un mot du projet Biblissima Plus. Vous le présenter. Donc, Biblissima Plus s'appuie sur Biblissima, comme vous le savez sans doute, un projet qui a duré 9 ans et qui voulait avant tout rassembler énormément de documentation sur les textes et sur les conditions matérielles et intellectuelles de leur transmission, surtout en Occident, du 8e au 18e siècle. Le but était aussi de donner un accès unique et simple à tout ce foisonnement de bases de données, d'éditions scientifiques, de catalogues en ligne, de bibliothèques numériques, de réaliser en somme leur interopérabilité, qui était le maître mot de Biblissima. C'est un défi que d'autres communautés de recherche dans des domaines tout différents, par exemple les sciences de la Terre, sont tout juste en train d'affronter. De ce projet Biblissima est né le portail Biblissima que vous connaissez probablement, qui depuis hier compte plus de 650 000 pages, mais aussi le projet 3IF Collection qui permet d'accéder à 24 bibliothèques numériques sous IIIF un peu partout dans le monde, 82 000 manuscrits et imprimés anciens. Data Biblissima, qui est l'épine dorsale en fait de l'ensemble du projet. Ce sont les référentiels Biblissima qui, depuis hier, comptent un peu plus de 300 000 entités, 304 000 je crois. Baobab, notre boîte à outils, avec en particulier ses outils d'aide à la compréhension du latin, du grec, son outil de description en TEI des reliures et l'environnement d'édition en TEI des inventaires anciens. Et puis 3IF 360, qui est le service opéré par l'équipe Biblissima avec Humanum et avec le campus Condorcet, pour tenter de disséminer au maximum le protocole 3IF d'interopérabilité des images. Mais maintenant, il faut aller plus loin, beaucoup plus loin si possible. Et ce plus loin, c'est le projet Biblissima Plus. Alors, comment aller plus loin du point de vue scientifique ? Eh bien, le projet prévoit de s'ouvrir potentiellement à toutes les langues anciennes, ce qui veut dire aussi à tout leur système graphique et toute leur production écrite, et donc à tous les supports, y compris les supports archéologiques, les inscriptions, les monnaies, tous les textes qui peuvent être écrits sur tout et n'importe quoi. Et donc de s'ouvrir à de nouvelles communautés, pas seulement les philologues, pas seulement les codicologues, les paléographes, les historiens de l'art, mais aussi les archéologues et parmi eux les épigraphistes, les numismates, pour les études médiévales, évidemment la sigillographie, potentiellement toutes les communautés qui ont affaire avec des documents porteurs d'écrits. Cela veut dire pas mal de nouveaux enjeux. Il y a d'abord un enjeu de partage des standards, en particulier de partage des référentiels avec le développement de tout un service de réconciliation des données multiculturelles, si j'ose dire, en tout cas multilingues.
Il y a un gros enjeu d'ouverture à de nouvelles idées, à de nouveaux points de vue, à de nouvelles connaissances qui nous seront amenées en particulier par les appels à projets annuels de Biblissima. Plus, vous savez que demain, notre conseil scientifique va classer les 16 candidatures que nous avons reçues au premier appel à projet. Il y a des enjeux d'automatisation des mises à jour de toutes ces ressources mises en interopérabilité et des enjeux de pérennisation des résultats, de mise à disposition de ces résultats, d'enrichissement par de nouvelles communautés. Et c'est tout le travail qui a été fait autour du plan de gestion de données que vous présentera demain Emmanuel Morlock, qui est concerné. Mais ce n'est pas tout. L'autre grand enjeu, une fois qu'on a acquis tous ces corpus de données interopérables, c'est de les enrichir. Dans les propositions qui ont afflué lors de la construction du projet, 7 grands domaines sont apparus que nous avons assez facilement organisés selon la progression de la découverte du document depuis sa matérialité et l'acquisition de sa numérisation en 2D, en 3D, jusqu'à l'analyse extrêmement approfondie du texte qu'il transmet. Et ce sont les clusters dont vous avez la liste, sous les yeux, qui sont nés de ce travail de regroupement des briques qui nous avaient été proposées et dans lesquels on va véritablement construire le projet, scientifiquement et humainement. Mais je n'en dis pas plus parce que c'est Marie-Agnès Lucas-Avenel qui va vous les présenter tout à l'heure et puis ils feront précisément l'objet de ces journées parce que pour que les clusters se parlent, qu'ils se rencontrent, nous avons imaginé ce système des journées annuelles qui nous réunissent pour la première fois. On y retrouve dans ces clusters toutes nos communautés, nos établissements d'abord, avec 3 grands contributeurs, le campus Condorcet qui est le porteur du projet, le CNRS et l'université PSL, mais évidemment pas seulement eux. Vous avez sous les yeux la liste des tutelles des laboratoires qui agissent au sein de Biblissima, y compris le ministère de la Culture, y compris une entreprise, Teclia, qui se consacre à l'analyse des écritures anciennes et des mises en page par l'intelligence artificielle. Nous avons des partenaires pas seulement à Paris, pas seulement à Aubervilliers, mais aussi à Lyon, à Caen, à Poitiers, à Tours. Voilà, vous les avez tous vus. Évidemment, nos équipes de recherche, les équipes fondatrices que vous avez sous les yeux et que vous retrouverez sur notre site web. Pour chaque équipe fondatrice, vous trouverez une présentation comme celle-ci, très courte, et puis la liste des ressources et des outils qui sont produits par l'équipe ou auxquels l'équipe contribue. Et vous voyez que pour l'IRHT, elle est particulièrement impressionnante. Et puis, pour ne pas perdre le fil de l'histoire, les projets partenariaux auxquels l'équipe a été associée lors du premier Biblissima. Nous avons bien sûr notre conseil scientifique international, que vous voyez ici, qui est aussi paritaire que possible, qui est très, très largement international et qui représente l'ensemble, et peut-être plus, l'ensemble des compétences nécessaires pour pouvoir interagir avec les 7 clusters de Biblissima. Éventuellement, nous pourrons encore enrichir ce conseil de nouvelles personnalités qui voudront bien s'y investir. Notre comité de direction est composé des directeurs de laboratoire ou
des collègues qui ont très intensément participé à la construction de Biblissima et à qui leur laboratoire a demandé de les représenter au conseil de direction. Donc, le conseil de direction est celui qui détermine, et l'instance qui détermine les grandes orientations et qui gère le projet, si j'ose dire, au jour le jour, mais encore plus au jour le jour. C'est le bureau exécutif composé de François Bougard, de Marie-Agnès Lucas-Avenel et d'Emmanuel Morlock, qui sont les 3 directeurs adjoints de Biblissima. François qui est en charge des appels à projets, Marie-Agnès en charge des clusters et Emmanuel qui est en charge de tout le premier volet, c'est-à-dire les grands mécanismes de Biblissima et qui est aussi notre ambassadrice humanité numérique parce qu'elle est parmi nous, celle qui connaît le mieux ces choses-là. Et enfin, l'équipe Portail que vous connaissez, aussi discrète que géniale et d'un incroyable dévouement depuis plus de 9 ans. Bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur tout particulier pour moi d'avoir été invité à parler du portail des manuscrits, Handschriftenportal, dans ce cadre de Biblissima Plus. C'est aussi un honneur et surtout un bonheur d'avoir été associé à ces 2 projets, Biblissima et Handschriftenportal, dès leur premier début. Je suis très heureuse que Biblissima ait trouvé cette continuation qui nous réunit aujourd'hui. Biblissima est pour moi une expérience importante dans la perspective de l'avenir numérique des humanités, ou pour reprendre les mots du titre de cette conférence, c'est un écosystème en évolution. Biblissima peut être un peu en avance sur le Handschriftenportal. Il se développe certainement dans une tradition et avec une vision différente. Pourtant, Biblissima adresse ou se trouve confronté dans son développement à des données et à des demandes semblables. C'est pourquoi je veux vous présenter dans un premier temps les grandes lignes du développement du portail des manuscrits en Allemagne, pour le contextualiser ensuite dans un écosystème des manuscrits plus large. Et pour conclure, j'essaierai de souligner quelques aspects généraux qui me semblent caractéristiques pour l'évolution numérique des manuscrits. Pour l'instant, le Handschriftenportal, le portail des manuscrits, est un projet financé par Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, pour 6 ans, avec une responsabilité pour la pérennisation assurée par les 2 bibliothèques d'État à Berlin et à Munich. Le projet a commencé en 2019. Nous sommes en plein milieu. La deuxième phase, financée avec plus de 5 millions d'euros par la Deutsche Forschungsgemeinschaft, est en train de commencer. À partir de cet été, le portail sera actif. Pour l'instant, l'accès est toujours à une version de test. Le Handschriftenportal remplacera le Manuscripta Medievalia et donnera accès à quelques 70 000 manuscrits occidentaux, médiévaux surtout, mais aussi modernes en forme de codex, conservés dans les collections en Allemagne. La technologie du moteur de recherche et la présentation sont modernes. Pour la présentation, elle est complètement basée sur 3IF. Il y aura d'autres innovations pour le catalogage avec un éditeur TII et surtout pour l'accès, orienté et modelé sur les demandes de la recherche et les critères de usability, convivialité en français. 4 bibliothèques qui sont des grands centres de manuscrits coopèrent dans ce projet avec des tâches un peu différentes. Les bibliothèques d'État de Berlin et de Munich, déjà responsables de Manuscripta Medievalia, la bibliothèque de l'Université de Leipzig et la bibliothèque de Wolfenbüttel, et vous la connaissez bien,
par le projet Europeana Regia. Leur travail est étroitement accompagné par un conseil scientifique. Le catalogage des manuscrits a une longue tradition en Allemagne qui remonte à l'année 1960. Depuis cette année, la Deutsche Forschungsgemeinschaft finance des projets de catalogage dits scientifiques ou approfondeurs des manuscrits, surtout médiévaux occidentaux. On a calculé qu'il y en a 60 000 dans les collections allemandes, dont aujourd'hui, donc 60 ans après, 36 000 ont eu droit à de nouvelles descriptions. Leur nombre croît lentement, le nombre des descriptions, aussi le nombre des manuscrits. Nous continuons à en acheter, mais quand même. Le nombre croît lentement, mais constamment. Les plus grandes lacunes de catalogage sont toujours dans les fonds qui sont très grandes. Le catalogage se fait d'après les règles définies et publiées par la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Elles sont un peu différentes pour les manuscrits médiévaux et modernes, les manuscrits de musique, les manuscrits enluminés et les manuscrits grecs. Les règles sont alignées en quelques aspects sur les règles générales, par exemple en ce qui concerne les noms de personnes, où il faut tenir compte des autorités dans le fichier d'autorité allemand Gemeinsame Normdatei. Les règles indiquent aussi les aspects du manuscrit à décrire, la présentation de la description et les entrées à prévoir pour l'index des volumes de catalogue imprimés. L'imprimé, d'ailleurs, est toujours la forme préférée pour la publication. La publication parallèle des données dans Manuscripta Medievalia se fait depuis environ 2005-2008. Pourtant, le plus grand nombre de catalogues de manuscrits, plus de 170, y est accessible seulement en mode d'image. Et c'est cela qui changera pour le portail des manuscrits où on transférera ce mode d'image en un texte lu. L'observation des règles permet un accès fédéré aux différents volumes. Il a été réalisé dès les débuts de l'informatisation. Cet index commun était d'ailleurs une des bases de Manuscripta Medievalia et il a été construit depuis 1996 et accessible depuis 2000. À partir de l'an 2000, voilà un petit clin d'œil sur Manuscripta Medievalia. À partir de l'an 2000, la numérisation des manuscrits eux-mêmes est aussi prise en charge par des programmes de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Un masterplan a été établi par les 6 grands centres de manuscrits en Allemagne. Et vous voyez ici sur l'affiche qui sont ces centres de manuscrits, de nouveau, Wolfenbüttel, Berlin, Leipzig, la BSB, mais aussi Stuttgart et Francfort. Ces centres jouent un rôle coordinateur pour le catalogage et la numérisation des manuscrits. Ils forment un groupe d'experts. Ils forment aussi un groupe d'experts qui, lui, est suivi et accompagné par un conseil de la communauté scientifique. C'est d'ailleurs un trait général du financement de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, qui met ainsi en avant l'autonomie de la recherche et la fait accompagner pour les projets d'infrastructure par un conseil scientifique qui réunit des chercheurs qui demandent des services ou qui en profitent. Vu le nombre des manuscrits à numériser et l'effort nécessaire pour y arriver, il fallait définir des critères pour une priorité du financement DFG.
Et ces critères, c'est l'importance pour la recherche, une utilisation ou demande fréquente, l'accessibilité du manuscrit et la qualité de la description du manuscrit. Les deux derniers points peuvent d'ailleurs jouer dans tous les sens. Il est important de numériser les manuscrits peu accessibles et il est important de numériser ceux qui ne sont pas encore bien décrits. Mais une chose est sûre, la numérisation ne se fera jamais sans description, mais la description peut être très réduite. Aujourd'hui, en Allemagne, on distingue deux niveaux. La description traditionnelle à fond, qui demande en moyenne 5 jours de travail par manuscrit médiéval, et un catalogage plus court, réduit aux aspects repérables pendant une seule journée de travail. Et il y a des descriptions minimales qui ne consistent qu'à nommer l'institution et la cote du manuscrit. La gestion de la numérisation dans le contexte d'un catalogue de manuscrits, l'importance de l'accès aux manuscrits numériques et les demandes pour leur présentation mirent fin au développement de Manuscripta Medievalia. Cela aurait pu être la triste fin d'un catalogue automatisé spécialisé pour les manuscrits, un catalogue au niveau national, réunissant un catalogage qui n'avait pas sa place dans les catalogues généraux des bibliothèques, et ainsi la mort d'une banque de données, comme on en voit d'ailleurs trop souvent de nos jours après une vingtaine d'années de vie. Heureusement, et grâce au nouveau investissement de la DFG, il n'en était rien. Chaque fois que le portail des manuscrits est présenté aujourd'hui, il est applaudi pour ses multiples aspects innovateurs. C'est pourtant une leçon importante pour le monde des données, qui devient maintenant évidente après une vingtaine et trentaine d'années de vie d'expérience avec des infrastructures d'information numérique. Cette infrastructure pose des demandes continuelles de maintien et d'ajournement et de pérennisation. Et cela va très au-delà de l'hébergement pérenne des données. Il s'agit de la vitalité d'un système d'accès. C'est d'ailleurs presque comme pour un livre imprimé qu'on ne met pas simplement sur les rayons de la bibliothèque une fois par toutes, mais là, on s'est rendu compte depuis des décennies. L'interopérabilité est au cœur du Handschriftenportal et cela se traduit par le choix de 3IF, non seulement pour la présentation des images numériques des originaux, qui d'ailleurs dépend de leur accessibilité dans ce format, ce qui sera un point important sur l'hébergement et l'accessibilité des données sur l'agenda de la deuxième phase du projet, mais aussi 3IF s'emploie pour la présentation des descriptions dans le portail. Le portail est donc un credo et une option très forte pour 3IF, pour l'interopérabilité, pour l'orientation vers le monde de la recherche. Leipzig est responsable pour le développement du visionneur IIIF, d'ailleurs Mirador. C'est le même d'ailleurs que la BSB utilise dans ses collections numériques. Le portail a la vocation d'être l'épine dorsale pour toute la recherche qui recourt aux manuscrits des bibliothèques ou institutions de mémoire allemandes et s'établir comme une bibliothèque numérique de recherche pour les manuscrits. L'utilisateur pourra créer un environnement personnalisé où il visionne les descriptions et les numérisations des manuscrits. 3IF permet aussi d'intégrer des
données externes dans le workspace. Regardons maintenant un peu plus près la structure du portail. Elle est modélée sur l'objet manuscrit qui est au centre, un objet unique, un objet culturel dont les données de base, fortement standardisées et aisément accessibles, présentées en facettes pour la recherche, sont regroupées dans un document que les Allemands, avec des mots longs, appellent Kulturobjektdokument, KOD. C'est exactement pour cet objet d'ailleurs que nous avons discuté sous l'égide de l'IRHT et de eCodices et avec une grande participation internationale avant la pandémie, de définir et d'introduire un ISMI, International Standard Manuscript Identifier, pour l'identifier et le nommer clairement d'une façon standardisée et le rendre ainsi interopérable à l'échelle internationale dans le réseau sémantique. La structure du portail des manuscrits est une sorte de test pour cette approche. Pour les manuscrits occidentaux et les collections allemandes, le KOD et son identifiant sont désormais à prendre en compte si on poursuit cette idée de l'ISMI, une demande qui revient régulièrement quand il est question de catalogage des manuscrits. Je crois comprendre aussi que Biblissima Plus s'engagera dans cette voie et c'est un point de coopération. Bien sûr, le portail a immédiatement rencontré les mêmes phénomènes que nous avons vus pour ISMI. Il n'y a pas seulement des objets uniques à définir, il y a aussi des parts constitutives, des fragments, des reliures, etc. Et dans le portail, la prévision qu'on a trouvée pour cela s'appelle COC, Kultur, Objekt, Komponente. Très joli. Dans le portail, l'important pour le moment, ce n'est pas tellement de donner un identifiant à l'objet, c'est plutôt de définir le KOD comme noyau et accès principal qui donne accès à une ou plusieurs descriptions ou à une ou plusieurs numérisations structurées, accessibles par un manifeste 3IF dans le cadre du portail ou accessibles par un lien qui va au-delà du portail. L'objet pourra aussi être annoté à différents niveaux et avec de différents acteurs. Cela permettra aux chercheurs d'interagir directement avec le portail. La notice qui décrit l'objet doit être strictement normalisée et interopérable. D'autres éléments contenus dans les descriptions, surtout les termes prévus pour un index, sont aussi susceptibles d'être standardisés. Pendant la deuxième phase, on travaillera beaucoup sur les aspects de normalisation et de standardisation pour rendre mieux accessibles et interopérables des manuscrits dans leurs aspects caractéristiques importantes et pour des aspects divers de la recherche. Ce travail se fera aussi bien à l'intérieur du portail, en construisant des graphes qui feront mieux interagir les informations contenues dans les entités, les langues, les écritures, les titres des œuvres, mais aussi des informations sur les enluminures, qui est un point important qu'on va développer en ontologie. Il se fera aussi en relation avec des fichiers d'autorité, bien sûr avant tout la GND, Gemeinsame Normdatei, mais aussi d'autres plus spécialisés, par exemple pour les filigranes, les reliures, mais aussi les provenances. Et nous observerons pour cela de près
les référentiels Biblissima+. Pour venir à bout de ces quantités immenses de données, on appliquera et testera des procédés d'intelligence artificielle. La deuxième phase mettra aussi en place un système de catalogage et de saisie de données basé sur XML dans la version taille P5 avec un éditeur aisément utilisable. Elle travaillera aussi sur le développement de TI comme structure des données des manuscrits. Il y aura une nouvelle édition aussi des règles de catalogage et des adaptations des structures. On développera une interface XML-TI et une interface MARC XML pour l'intégration et l'utilisation des données dans des contextes multiples. Je vous invite tous à suivre ces développements. Nous trouverons beaucoup d'aspects de coopération, car l'interopérabilité est au cœur de ce projet autant que de Biblissima 2. J'en arrive au deuxième point de cette communication, important mais plus bref, à développer dans beaucoup de coopérations futures, et je ne peux que vous signaler des choses. Le Handschriftenportal est un projet national important en Allemagne, mais il ne s'intéresse qu'aux manuscrits occidentaux, médiévaux et modernes en forme de codex dans des collections allemandes. C'est donc seulement un élément dans un écosystème, un univers sémantique beaucoup plus large qu'on peut déjà voir émerger et qui est important dans la numérisation de la tradition écrite du savoir. Pour rester d'abord dans le monde des manuscrits, il y a d'autres grands projets en Allemagne qui s'en occupent. Calliope pour les lettres, les archives dites personnelles, pas institutionnelles, souvent les manuscrits modernes avec une interférence évidente avec le portail, les autographes. Il y a donc des interférences intéressantes avec le portail des manuscrits à bien gérer à l'avenir, et on a la chance que l'infrastructure technique des deux projets est assurée par la Bibliothèque de Berlin. Calliope est gérée par la Bibliothèque de l'État de Berlin. Elle utilise le format EAD et elle réunit un grand nombre de collections allemandes et d'archives non institutionnelles. Calliope est bien établi sur le marché pour les connaisseurs de manuscrits. Voilà un nom nouveau qui arrive, c'est Calamos, un portail qui est en train de naître. Il est orienté sur les manuscrits orientaux et aussi en général d'Asie et d'Afrique, plus tard dans les collections allemandes, et s'apprête à traduire la tradition importante des KOHD dans le monde numérique. KOHD, catalogage des manuscrits orientaux en Allemagne, a été porté par l'Académie des sciences de Göttingen. Calamos est un projet universitaire qui pourtant coopère étroitement avec les bibliothèques qui conservent les manuscrits en question. L'infrastructure technique est développée par l'Université de Leipzig. Ne pas confondre avec la bibliothèque de l'Université de Leipzig qui est responsable pour le partage des manuscrits. Il s'agit d'une autre équipe et d'une autre approche technique, mais il y a un lien important grâce aux bibliothèques d'État, de nouveau Berlin à Munich, qui contribuent leurs données dans les deux contextes éveillent au aspect d'interopérabilité. Notons au passage que le catalogage des manuscrits orientaux, à cause de ces objets, peut avoir des demandes bien différentes. Il paraît que l'aspect de la tradition des textes prévaut pour l'instant. L'intérêt de définir l'objet culturel et d'en faire le noyau d'un système de recherche n'est pas prioritaire. Pourtant, à l'Université de Hambourg, une recherche spécialisée s'intéresse depuis quelques années déjà
aux aspects matériels des manuscrits dans une approche comparative des cultures manuscrites. Et bien sûr, il est faisable de prévoir un accès objet, car on aura toujours l'information de base sur l'institution et la cote. Handschriftencensus est un autre portail en développement qui a reçu un financement important par l'Académie des sciences. Il est porté par l'Académie des sciences de Mayence. Il y a une forte coopération avec le portail des manuscrits, pourtant l'accent est différent. Le Handschriftencensus travaille sur l'identification et la tradition des textes allemands médiévaux et indique leur lieu de conservation et l'écoute. Il fait donc référence à des manuscrits présents dans le Handschriftenportal, mais aussi à d'autres qui ne sont pas dans les collections allemandes. Un ISMI au niveau international est donc important pour des initiatives de ce genre. Le Handschriftencensus joue aussi un rôle de fichier d'autorité pour les œuvres médiévales en langue allemande, un rôle à traduire dans le contexte de la GND, mais aussi dans le contexte des portails des manuscrits. Quand le portail des manuscrits naissait, le portail des archives, Archivportal D, était souvent invoqué comme un modèle. Intégré dans la bibliothèque numérique d'Allemagne, Deutsche Digitale Bibliothek, il donne un accès fédéré au catalogue ou inventaire d'archives. C'est un monde sans doute au moins aussi spécialisé et riche en contenu et approche que le monde des manuscrits en forme de codex, avec des interférences intéressantes. Il y a beaucoup de manuscrits conservés dans les archives qui devront être présentés dans le Handschriftenportal. Il y a beaucoup de points communs entre les archives et les bibliothèques, laboratoires traditionnels des humanités, mais le catalogage et la présentation des collections qui en résultent ont des traditions et des vocations assez différentes. Il est fascinant de voir comment aujourd'hui, grâce au concept de l'interopérabilité, dans le numérique, ces deux mondes peuvent s'ouvrir et s'allier. C'est sans aucun doute un enrichissement de connaissances et un enrichissement des voies de recherche. Il y a de nombreux liens évidents entre le monde des manuscrits et la tradition imprimée, et Biblissima Plus fait bien de les réunir. À la BSP, nous avons récemment eu un atelier sur le catalogage des incunables. La proximité aux questions du portail des manuscrits est devenue très évidente à ce moment. Les incunables et bon nombre d'imprimés plus récents sont aussi à considérer comme des objets culturels. Cette approche matérielle d'exemplaires, d'histoire de l'exemplaire, provenance, reliure, caractéristiques individuelles est depuis un certain temps à l'agenda des projets de recherche. L'interopérabilité devra permettre de rapprocher ces formes de tradition. Pour les imprimés, la différence entre édition, manifestation et exemplaire est importante à faire et à exprimer. Pour les éditions, les identifiants, par exemple pour les incunables de l'ISTC ou des identifiants dans les bibliographies rétrospectives nationales, sont primordialement importants dans le monde de l'interopérabilité. Des projets en Allemagne, mais surtout au niveau européen dans le cadre du CERL, basé sur et concrétisant le travail important de l'IFLA sur les bibliographies nationales, essaye de poursuivre et de rendre opérable cette prise de conscience. J'en arrive à la partie. Dans le troisième volet de cette conférence, permettez-moi d'esquisser un peu cet écosystème des manuscrits, un écosystème riche de traditions et en pleine évolution. Je fais cela dans mon rôle et dans ma vision ainsi limitée de conservatrice de bibliothèque d'Outre-Rhin.
de quelqu'un fort impressionné par et intéressé au catalogage, au monde des métadonnées. À mon avis, c'est un des aspects fondamentaux de la bibliothéconomie et une tâche dans laquelle les bibliothèques excellent. En Allemagne, nous avons pris l'habitude depuis environ 30 ans de ne plus parler de catalogage des manuscrits ou de livres ou d'autres supports ou de sources d'informations, d'autres ressources comme dit RDA, Resource Description and Access, le code international qui règle les opérations de catalogage à l'échelle internationale. Nous employons le terme Erschließung. C'est un terme beaucoup plus général qui évoque l'ouverture d'un monde clos qui sous-entend l'accessibilité et l'accès et à une utilisation. Le terme s'est introduit pour ne plus séparer le catalogage bibliographique, jadis appelé alphabétique, et le catalogage dit matière, comprenant la classification, et aussi d'autres approches de catalogage, par exemple sur les provenances, sur les exemplaires, etc. Ce mot s'infiltre dans la langue allemande du monde des bibliothèques au moment où le catalogage se fait en ligne dans le cadre de banques de données relationnelles, où les formats de données ainsi que la normalisation et la standardisation conçues depuis longtemps au sein de l'IFLA pour l'échange et la réutilisation de notices devient de plus en plus en réalité. C'est le temps où ce que les bibliothécaires appellent notices d'autorité ou autorité sont intégrés dans le processus du catalogage et reliés aux notices bibliographiques, où on va un peu de la notice comme une entité fermée aux données comme entité interopérable. C'est dans ce monde, vers la fin des années 1990, que le catalogage ou la description des manuscrits réintègre le processus courant de l'établissement d'un catalogue. Un processus désormais automatisé et structuré dans les formats bibliographiques. Mais il y a aussi des structures d'encodage de textes plus complexes, TEI pour les éditions de textes et EAD, employées en Allemagne, surtout dans le monde des archives. Manuscripta Medievalia recourait à la structure TEI, non seulement pour prendre en compte la tradition différente de la description des manuscrits, mais aussi pour rester proche de la recherche, plus familière avec les encodages XML qu'avec les formats bibliographiques, perçus longtemps et souvent justement comme limitants et restreints. Aujourd'hui, les descriptions des manuscrits sont intégrées dans l'écosystème des données bibliographiques numériques avec leurs métadonnées, dans des formats standardisés avec les autorités qui dérivent des descriptions, bien ancrés dans des fichiers d'autorité. Il y a un système d'identifiant, même si l'ISMI n'est pas encore là, qui peut permettre leur interopérabilité. Il faut donc voir l'importance des métadonnées, leur contenu, leur structure, leur normalisation. Ils demandent un travail constant. Beaucoup de catalogues traditionnels doivent encore être traduits dans le monde numérique. Et il y a de nouveaux aspects importants à prendre en compte. Le travail sur les métadonnées est là pour ouvrir et créer un nouveau savoir. Et Anne-Marie a très bien parlé de mise à jour et d'enrichissement. C'est un travail continuel et qui se poursuit. La description des manuscrits se fera maintenant dans un environnement numérique. Il s'agit d'assurer leur accessibilité, leur réutilisation, leur développement constant. L'accès doit être clair, structuré et guidé et interactif. Il doit offrir la possibilité d'héberger des données et de les annoter.
L'écosystème des manuscrits doit être interopérable. Il est non seulement important d'intégrer des données des différentes origines d'écrivains des manuscrits dans un réseau. Ce réseau doit être lui-même ouvert, ouvrir les champs sémantiques, permettre l'interopérabilité, de se mouvoir au-delà de l'encadrement préétabli dans un monde ouvert. L'interopérabilité avec d'autres réseaux et données élargit le champ sémantique et l'ouvre pour toutes sortes de recherches. L'écosystème des manuscrits s'enrichit non seulement de descriptions et de métadonnées. Les images numériques des originaux y jouent déjà un rôle important et sont intégrées dans le contexte de la description. Les manuscrits ne sont pas seulement conservés dans les bibliothèques, des plus grandes aux plus petites. La numérisation des originaux, en d'autres termes, la transformation des objets eux-mêmes en données, a contribué considérablement à l'ouverture du monde des manuscrits et à la création d'un nouvel écosystème au-delà des frontières institutionnelles. Les manuscrits peuvent aussi faire l'objet de multiples autres actions numériques, profitant de procédés d'intelligence artificielle. Évoquons seulement que la lecture automatisée des textes et la recherche automatique des images, la reconnaissance des entités comme nom de personnes ou de lieux, en créant de nouvelles métadonnées qui ouvrent encore davantage les documents dans l'univers sémantique. La matérialité doit et peut être mieux traduite en numérique, allant des filigranes jusqu'aux analyses chimiques. Les images permettront surtout un grand nombre d'actions intellectuelles, des annotations, des éditions, la formation de nouvelles collections et le rétablissement d'objets disparus. Le monde de la recherche est, elle aussi, en transformation. Non seulement les humanités numériques permettent d'adresser de nouvelles questions, elles ont aussi de nouvelles exigences adressées à leurs laboratoires, aux bibliothèques, aux archives, aux portails. Le numérique n'est pas seulement un outil. Le numérique n'est plus seulement un premier pas dans la publication des résultats de la recherche, des beaux livres imprimés, des beaux livres et périodiques imprimés qui contribuaient à la croissance continuelle non seulement du savoir, mais aussi des fonds de bibliothèque. Cette chaîne de création et transmission du savoir dans le monde des humanités se transforme sous nos yeux. Le numérique est aussi produit de la recherche, à être conservé dans un contexte qui garantit sa survie et son utilité. Une bibliothèque numérique des données de recherche, une infrastructure nationale pour la recherche. Pour moi, Biblissima Plus nous fait découvrir cette nouvelle relation entre l'objet et le résultat de la recherche et nous aide à en explorer les formes et les contours, de même que le nouveau portail des manuscrits en Allemagne. Cette infrastructure est désormais purement numérique. Elle intègre la recherche analogue, désormais traduite en numérique, autant que faisable et nécessaire, un processus qui continuera, et y joint la nouvelle recherche qui se fait uniquement dans le monde numérique. Nous pouvons concevoir quelques contours de ce nouveau laboratoire et expérimenter pour essayer de visionner ce qui sera le réseau sémantique dans lequel la recherche vivra et se développera, tout en présentant ses résultats à tous ceux qui s'y intéressent. Si j'essaie de résumer tout cela, vivons à une époque fascinante où pendant les derniers 40-50 ans, les tâches traditionnelles des bibliothèques de recherche,
et d'autres institutions de mémoire des laboratoires pour les humanités, collecter, maintenir, cataloguer pour recenser et permettre l'accès, présenter et rendre utilisable, se sont transformés dans le monde numérique, où un univers sémantique se développe. Pourtant, nous ne sommes qu'aux incunables de cette révolution. Ouvrir, sortir des silos, des boîtes fermées, créer des réseaux, assurer l'interopérabilité, c'est la vocation des données. Elle ne peut se développer que basée sur les principes de confiance, de coopération et de progrès commun. Et cela peut sonner familier. Cela traduit en quelque sorte les principes établis pour la gestion des données des recherches. Principe qui s'appelle FAIR et on y ajoute aujourd'hui CARE. Merci beaucoup de votre attention et bonjour à Paris. Merci infiniment, Claudia, pour ce très vaste panorama qui nous permet aussi de bien remettre à sa place notre petit projet Biblissima Plus dans un contexte européen et international que tu as brossé à travers l'exemple allemand très impressionnant par son intelligence, par sa structure, par vos instances de coordination. Merci beaucoup. J'ai noté beaucoup de choses. D'abord, ce concept absolument fascinant de Erschließung dont nous avons parlé en préparant cette journée et qui est tellement difficile à traduire en français, mais on devrait essayer collectivement de trouver un terme qui soit un terme valise comme ça, permettant de traduire l'ouverture et l'accessibilité sous toutes ses formes. J'ai noté l'importance de l'intelligence artificielle dont on reparlera pendant ces journées et surtout ton désir que l'ISMI se développe. Et c'est un souhait que je partage et effectivement Biblissima Plus va permettre simplement financièrement de le relancer, de créer de nouvelles rencontres et ce sera une excellente chose. Tu nous as aussi bien montré ce lien entre le monde des archives, le monde des bibliothèques et les divers projets qui existent en Allemagne. Peut-être simplement pour lancer la discussion et pas du tout pour l'empêcher, je voulais te demander ce qu'il en était des relations avec les musées. Est-ce que vous avez l'espoir, par exemple, que les musées puissent partager les référentiels de DNB parce qu'il y a donc, c'est une problématique importante pour Biblissima Plus parce qu'on va s'intéresser à des textes qui peuvent être portés par des objets muséaux. Et je me pose la question de la construction, en fait, de l'élargissement, en fait, de cet écosystème au monde des musées. Je n'ai pas mentionné les musées parce qu'il y a encore un autre format à prendre en compte si on parle des musées et cela m'a paru de devenir un peu trop long. Mais à plusieurs reprises, j'ai employé le mot institution de mémoire. C'est aussi quelque chose qui s'impose aujourd'hui en Allemagne. Et bien sûr, les musées sont tout à fait dans ce réseau. Ils y étaient même un peu avant les archives, au moins dans ma conception, parce que quand la numérisation des originaux commençait, il y avait un fort aspect culturel, un fort aspect de présentation au grand public. Et ce grand public, bon, c'est la vocation de la plupart des musées. Et donc, les musées, les archives, les bibliothèques coopèrent étroitement et les programmes de la Deutsche Forschungsgemeinschaft pour les infrastructures s'adressent tout autant aux musées. Et on a sur beaucoup d'aspects, on a des coopérations tout à fait intéressantes dans nos portail culturel
qui sont à prendre en charge aussi pour le portail des manuscrits. Il y a déjà beaucoup d'objets de musées accessibles en 3IF qu'on peut donc intégrer dans ce réseau, dans ce portail des manuscrits aussi. Donc, je ne les ai pas mentionnés pour être pour ne pas compliquer les choses oralement pour moi, mais elles sont toujours prises en compte. Ouais. Merci beaucoup. Sur ce plan aussi, vous serez pour nous un modèle. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Vous pouvez, dans la partie réaction, je pense, cliquer une petite main jaune si vous avez envie de prendre la parole. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez prendre la parole directement. Le micro. Une question de curiosité pour comprendre pourquoi les manuscrits orientaux sont dans un portail différent. C'est des histoires intellectuelles de projets différents ou c'était des besoins techniques différents dans le montage des deux projets? Pourquoi les manuscrits orientaux? Pourquoi est-ce qu'il existe un portail différent pour les manuscrits orientaux? Oui, c'est quelque chose qui me déplaît fortement aussi parce que je trouve que cette séparation je ne l'aime pas, n'est-ce pas? Mais c'est la construction des projets, aussi un peu le financement et l'adhésion institutionnelle, comme j'ai essayé de le montrer. C'est un truc allemand. Alors, il y a vraiment deux filières. Il y a la filière Deutsche Forschungsgemeinschaft et il y a la filière des académies de sciences pour les manuscrits orientaux. C'est une tradition qui est là, je crois, depuis les débuts. Alors, on parle des manuscrits orientaux aussi dans les règles, mais je crois que le monde des musées et des archives est plus proche des bibliothèques parfois que les manuscrits orientaux, bien que ces catalogues dont je suis extrêmement reconnaissante ont une valeur incroyable pour notre connaissance des collections et pour la description des catalogues, des manuscrits. Je vous dis que je veille très étroitement avec mes collègues pour avoir ces deux systèmes en parallèle, d'une façon que si l'interopérabilité n'est pas seulement un mot, mais une réalité qui existe, qui travaille aisément dans l'avenir, on peut les réunir et en faire un. Voilà. D'accord, merci, ça répond parfaitement à ma question. Oui, j'aurais une question. Vas-y, François, puis il y a deux autres questions après la tienne. Je ne suis pas sûr, Claudia, d'avoir tout compris entre la première et la troisième partie. Dans la première partie, tu as expliqué que les règles communes pour le catalogage répondaient aux critères de l'imprimé. Les DFG-Richtlinien, l'imprimé reste la forme préférée. Et puis après, tu as évoqué le catalogage en ligne. Est-ce que le catalogage en ligne est une adaptation de ce qui se fait sous forme imprimée ou quelque chose de tout à fait différent? Merci de cette question et je m'excuse si c'était pas clair, mais c'est difficile pour moi d'exprimer cela en français. Les règles de catalogage de la Deutsche Forschungsgemeinschaft étaient créées et maintenues dans un monde qui ne connaissait que l'écrit, que l'imprimé, excusez-moi, que l'imprimé. On les a ensuite, pas les règles, mais l'imprimé, on l'a traduit en forme numérique dans Manuscripta Medievalia, mais aussi dans le portail des manuscrits. Mais les règles sont toujours dans l'esprit de l'imprimé. Par exemple, l'idée que les règles parlent d'un index d'un volume imprimé. Pour une banque de données, bien sûr, il y a aussi des accès et des entités, mais on ne parlerait pas d'un index. Ils connaissent seulement très, très peu le mot d'autorité.
c'est à cause de leur date de naissance. Et ce qu'on va faire maintenant, dans la deuxième phase du portail des manuscrits, c'est qu'on va revoir ces règles pour les adapter à la structure numérique qui existe maintenant. Et c'est bien qu'on a attendu aussi longtemps parce que maintenant, ces mondes se rapprochent beaucoup plus grâce aux données et grâce aux entités qui se parlent. Grâce aussi à RDA, ce code de catalogage. RDA prévoit des descriptions avec des éléments, mais aussi des descriptions avec des textes. Et les manuscrits, tels que nous les cataloguons, il y a beaucoup de textes narratifs, dirais-je, longs textes, qui avant n'étaient pas traduisibles dans un code de catalogage bibliographique dans les formats MARC. Et voilà que ces mondes se rapprochent. Donc, ça, c'est, disons, un peu, le lien qui manque entre la première et la deuxième partie. Manuscripta Medievalia, quand c'était créé, ne prenait que les mots des index. Et on s'est trouvé dans la situation absolument idiote qu'elle ne connaissait pas les codes, elle ne connaissait pas les titres, elle ne connaissait pas les auteurs, parce que code était le classement du texte descriptif. Il fallait, bon, c'est un travail de nettoyage de métadonnées, si vous voulez. Et il ne contenait les textes complets des descriptions comme mode image. Et maintenant, on essaye de les lire automatiquement et de les faire, de les rendre accessibles en full text search. Voilà. Et je crois que ça donnera beaucoup d'accès nouveaux. Merci beaucoup. Alors, il y a deux autres questions et puis peut-être qu'après, on prendra une petite pause. Georges Fins en premier. Bonjour et merci Claudia. J'aurais une question pour, disons, réactualiser un petit peu ma connaissance de comment les choses se passent au niveau allemand et au niveau européen par rapport à votre institution. Est-ce qu'elle travaille toujours par rapport à son environnement numérique avec TextGrid qui, je crois savoir, est aussi impliqué dans 3IF. Est-ce qu'il y a des ponts à ce niveau-là? Enfin, comment ça se passe en fait? Ah, ça c'est trop compliqué pour moi, je m'en excuse. On vient de faire une nouvelle présentation 3IF et les programmes de 3IF sont inclus dans GitHub. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu parler de TextGrid dans ce contexte, mais vraiment, je devrais poser la question à mes collègues qui sont beaucoup plus, qui savent tout sur la technologie. Je ne peux pas vous répondre. Mais si vous regardez les pages, peut-être c'est expliqué à un moment donné. En tout cas, la présentation 3IF, c'est la structure Mirador. Et si vous jouez avec ça, je trouve que ça donne vraiment des... on commence à voir un peu ce que ce sera que l'univers sémantique, parce que vous avez les manifestes et des manifestes, vous pouvez faire des liens dans ce monde numérique qui ne sont pas du tout possibles dans le catalogue normal, l'OPAC de la bibliothèque. Excusez-moi. Merci. Evelyne? Oui, bonjour. Merci beaucoup de cette présentation vraiment impressionnante d'un projet vraiment tellement vaste et important. Ce qui m'intéresse toujours, c'est que, bon, il y a un article de Françoise Banat-Berger là-dessus, mais aussi d'autres qui parlent de la perte du passage du papier au numérique et surtout, maintenant, pour vous, est-ce qu'il y a, donc la question pour vous, est-ce qu'il y a une réflexion en parallèle sur la pérennisation de tout ce que vous créez, ce que nous créons,
les nouveaux repositoires, comment va-t-on pérenniser ce qu'on crée en ce moment? Vous avez dit ce n'est que les incunables maintenant, mais la perte des incunables à l'imprimer, c'est peut-être autre chose que la perte du numérique en numérique, parce que tout change en continu. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus en Allemagne? C'est peut-être des choses dont s'occupent plutôt les techniciens, un autre monde ou un monde parallèle à nous, mais sur lequel nous fions à ce monde technique, mais technologique, mais c'est tout le temps en train de changer ce monde-là. Est-ce qu'il y a, bon, j'ai déjà posé la question, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus, d'investissement que le gouvernement fait de manière consciente? Oui, je crois que c'est une question extrêmement importante et aussi une grande tâche vraiment pour l'avenir d'approfondir cette réflexion. On a beaucoup de chance parce que dès le début, Deutsche Forschungsgemeinschaft insistait toujours sur cet aspect de pérennisation. Alors, quand on a commencé avec les numérisations, etc., tout était fait pour que ce soit fait dans les structures suffisamment standardisées pour être pérennes. Maintenant, et c'est vraiment, je crois, un point d'expérience, on commence à se rendre compte de ce que cela veut dire pérennisation. Parce que, par exemple, pour Manuscripta Medievalia, quand le projet était commencé, on disait, voilà, la pérennisation de cette infrastructure nationale des manuscrits se fera grâce à la coopération de BSB, Berlin et Fotoarchiv Marburg. Mais on ne s'est pas du tout rendu compte de ce que cela voulait dire, parce qu'un financement comme celui que le Handschriftenportal exige, c'est quelque chose qui, dans les structures, les financements, les investissements en Allemagne, grâce à la structure fédérale, etc., c'est pas du tout prévu. Il n'y a pas de place pour donner cet argent. Alors, je crois que c'est plutôt au niveau institutionnel et au niveau financement que maintenant, cette pérennisation devient un point important où on doit quitter les vieux principes. Je me rappelle que dans les années 2000, le DFG disait non, on ne refinance pas Manuscripta Medievalia, c'était déjà fait, il n'y a pas raison de recommencer. Voilà, ça c'était, mais c'était pas parce qu'ils étaient bêtes, mais c'est parce que c'est un monde qui évolue et qui nous donne des leçons à digérer. On a créé des banques de données absolument charmantes pour par exemple, des matériaux spéciaux. Nous avons un fichier XML pour Codices Iconographici. C'est un maintien continu qui serait demandé. Quand on l'a créé, on ne s'est pas du tout rendu compte. Aujourd'hui, on sait qu'il faut verser ça dans le portail, mais aussi continuer de développer, parce qu'au bout de 10 ans, au plus tard, les structures sont démodées, on veut une nouvelle interface, et tout cela, je crois que c'est un point de réflexion. Alors en Allemagne, ce qu'on a maintenant, ce sont les infrastructures nationales de la recherche nationale. Je vous ai vu montrer sur l'avant-dernière image et je trouve que c'est quelque chose de très important à observer parce que maintenant, vraiment, on doit discuter à un niveau plus riche d'expérience. Quoi maintenir? Comment? Est-ce qu'on le met dans un dark archive où on ne le voit plus ou seulement sur demande? Est-ce qu'on maintient en vie un réseau interopérable? Et cela, donc, pour les données de recherche, aussi bien que
pour les portails, etc. Ce qu'on essaie pour le moment, c'est vraiment de faire ces deux éléments, données de recherche et métadonnées des bibliothèques, interopérer autant que possible dans la vision de les garder étroitement ensemble aussi pour la pérennisation. Mais vraiment, je crois que j'aimerais bien faire une grande réflexion ce que ce sera que la bibliothèque de l'avenir avec les infrastructures nationales de recherche. Je vois émerger des nouvelles bibliothèques d'instituts tout à fait différentes de tout ce qu'on a su. Biblissima Plus, pour moi, c'est une nouvelle bibliothèque qui se crée. Alors, comment la garder dans l'avenir? J'aime bien, merci que vous m'avez rappelé qu'on a perdu aussi beaucoup d'incunables. Cela me réconforte un peu. Voilà. Merci Claudia. Daniel Stöckel, c'est la dernière question. Rapide, merci beaucoup. Est-ce que vous avez établi un protocole si on a créé des transcriptions des manuscrits pour les soumettre et ne pas écrire pour chaque manuscrit au bibliothécaire responsable si on produit des dizaines ou des centaines de transcriptions, il faut avoir un protocole. Donc, avec votre géante et géniale infrastructure, est-ce que vous avez déjà réfléchi à une automatisation, un protocole dans ce regard? Merci. De nouveau, pas moi, mais c'est quelque chose qui techniquement est pris en compte parce que c'est un autre point qui me ferait aussi. Pour l'instant, on ne fait pas des transcriptions intellectuelles, on fait des transcriptions numériques. Et d'après le procédé que vous employez, vous pouvez arriver à des résultats tout à fait différents. Alors, il faut bien noter quelque part quelle transcription a été faite par qui, en quel moment et avec quels outils. C'est donc dans le traitement des données que la question de provenance des données devient de plus en plus importante et doit être intégrée. Pour l'instant, ce qu'on maintient, et je crois qu'on le gère assez bien dans le système du Handschriftenportal, ce sont les auteurs des descriptions qui les a fait et voilà. Alors ça c'est très bien et le contexte des catalogues dans lequel cette description a pour la première fois été publiée. Et on travaille sur la question de la mise à jour des données. Est-ce qu'il faut toujours une nouvelle entrée avec des informations sur les auteurs ou est-ce qu'on peut joindre plusieurs descriptions dans un même contexte? Ce sont des questions qui joueront un rôle important pour la deuxième phase.